On vous a répété toute votre vie que les plantes nous donnent la vie, la nourriture et les médicaments. Et si une seule plante pouvait vous tuer simplement en la touchant? Et si la feuille que vous avez frôlée sur un sentier de randonnée déclenchait déjà une réaction chimique qui n'explosera que demain matin, lorsque le soleil frappera votre bras et que votre peau commencera à cloquer, comme si elle avait été brûlée vive. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 plantes venimeuses qui peuvent vous blesser, vous laisser des cicatrices, voire vous tuer rien qu'en les touchant. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une plante au hasard de la même manière. En numéro 13, nous avons une plante qui sent les agrumes et qui semble inoffensive jusqu'à ce que la lumière du soleil transforme sa sève en une brûlure chimique. Et en 20e position, la plante la plus dangereuse de cette liste. Un arbre si toxique que l'eau de pluie qui ruisselle de ses feuilles peut provoquer des ampoules sur la peau humaine, et que même le simple fait de se tenir à son ombre pendant un orage a envoyé des personnes à l'hôpital. Commençons à compter. Numéro 1. La capuche de moine. Le tulou. Cette plante jouit d'une des réputations les plus dramatiques de toute l'histoire des plantes vénéneuses. Il pousse dans les prairies de montagne d'Europe et d'Asie. Haute et remarquable, avec des fleurs en forme de capuchon d'un violet profond qui semble presque ornemental. Les jardiniers la cultivent depuis des siècles parce qu'elle est belle, et c'est précisément cette beauté qui la rend dangereuse. Posez-vous maintenant cette question. Quelle plante a été utilisée à la fois dans des complots d'assassinat, des légendes de guerre et la mythologie antique? Capuche de moine. Les guerriers nordiques en frottaient, semble-t-il, leurs armes. Les empoisonneurs du Moyen-Âge le craignaient et le respectaient. Elle était associée à Hécatie, la déesse de la sorcellerie, dans la tradition grecque antique. La toxine qu'elle contient s'appelle l'aconotine, et elle interfère avec les canaux sodiques de vos nerfs et de votre muscle cardiaque. La littérature scientifique est claire. Le contact avec des racines abîmées ou de la sève fraîche par une peau lésée comporte un risque réel d'absorption. Bien que la peau intacte offre une protection supérieure à ce que la plupart des gens imaginent, le danger réside ici dans le contexte. Si vous jardinez sans gants, que vous avez une petite coupure au doigt et que vous arrachez des racines, une conotine a un chemin direct. Certains chercheurs ont rapporté des picotements et un engourdissement après contact cutané, même en l'absence de plaies visibles. Règle pratique. Ne jamais manipuler une capuche de moine sans gants. Ne vous touchez jamais le visage après avoir manipulé cet objet. Et si vous avez des enfants dans votre jardin, demandez-vous si cela a vraiment sa place là. Le risque lié à un contact occasionnel est plus faible que celui de nombreux autres éléments de cette liste. Mais les conséquences d'une erreur sont suffisamment graves pour que la prudence ne coûte rien. Numéro 2. Le laurier rose, la fleur funéraire. Cette plante pousse le long des autoroutes dans les régions chaudes du sud et du sud-ouest des États-Unis, le long des côtes méditerranéennes et dans les jardins de banlieue en Floride et en Californie. Elle produit de délicates fleurs roses, rouges ou blanches et ressemble à une plante que l'on planterait sans hésiter près d'une piscine. Ce que presque personne ne sait lorsqu'on plante cet arbre, c'est que chaque partie de celui-ci contient des glycosides cardiaques, suffisamment puissants pour arrêter le cœur humain s'ils sont ingérés en quantité suffisante. La sève peut irriter la peau au contact, provoquant une éruption cutanée que certaines personnes confondent avec une réaction allergique mineure. Et si vous vous frottez l'œil après avoir touché une tige coupée, les conséquences sont bien plus graves. Il existe des cas historiques bien documentés de personnes tombées malades après avoir utilisé des bâtons de laurier rose pour faire rôtir des aliments sur un feu de camp. La fumée elle-même peut provoquer des réactions. Le miel produit par les abeilles près des fleurs de laurier rose a provoqué des empoisonnements. Imaginez maintenant ceci. Un enfant qui joue dans une cour casse une branche fleurie pour la brandir.
Sève sur les mains à la bouche. C'est une urgence pédiatrique. Et pourtant, le laurier rose borde les routes publiques dans de nombreux États du sud des États-Unis car il résiste à la sécheresse et fleurit magnifiquement. En résumé, le laurier rose mérite plus de respect qu'il n'en reçoit. Le risque de contact est réel. Le risque d'ingestion est mortel. Et ce produit se trouve dans des millions de jardins américains sans aucun étiquetage. Numéro 3. La philodendrine, la plante de bureau qui riposte. C'est là que la liste commence à devenir dangereusement proche de chez nous. Le philodendron est l'une des plantes d'intérieur les plus populaires au monde. Elle retombe magnifiquement des étagères. Il tolère une faible luminosité. Il ne nécessite quasiment aucun entretien. Les designers adorent. Les décorateurs d'intérieur le recommandent. Sa sève contient des cristaux d'oxalate de calcium qui peuvent provoquer une irritation cutanée immédiate au contact. Les cristaux d'oxalate de calcium sont microscopiques et ont la forme d'aiguilles. Lorsque la sève les libère sur la peau, en particulier sur les peaux sensibles, elle provoque une éruption cutanée brûlante et irritante. Si la sève pénètre dans les yeux, elle provoque une douleur et une inflammation importante. Si un enfant ou un animal domestique mâche une feuille, les cristaux entrent en contact avec les muqueuses et la sensation de brûlure est suffisamment intense pour provoquer une gêne et un gonflement. Ce qui rend la chose dangereuse, ce n'est pas qu'elle essaie de vous tuer, c'est que personne ne vous prévient. Vous la taillez, vous la rempotez, vous la manipulez avec désinvolture et si vous avez la peau sensible ou si de la sève entre en contact avec vos yeux, la réaction peut être alarmante. La règle est simple. Portez des gants lorsque vous taillez ou rempotez et lavez-vous les mains immédiatement après. Le risque est gérable. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent totalement l'existence de ce risque. Numéro 4. Le caladium, le danger peint. On trouve des caladiums dans toutes les jardineries du pays pendant l'été. Les feuilles sont spectaculaires. Des verts profonds, des rouges éclatants, des blancs crémeux, le tout agencé en motifs spectaculaires qui semblent presque peints. Elles sont cultivées à l'intérieur et à l'extérieur, utilisées dans des conteneurs et des plates-bandes, offertes en cadeau, et comme la philodendrine, elles sont riches en cristaux d'oxalate de calcium dans leurs feuilles et leurs tiges. L'irritation de contact causée par Kidium peut être importante. Manipuler les feuilles, puis se toucher le visage, provoque des brûlures et des démangeaisons. Le contact direct avec la sève près des yeux provoque une inflammation, et le véritable danger concerne à nouveau les animaux domestiques et les jeunes enfants qui pourraient mâcher une feuille, car le contact oral avec l'oxalate de calcium provoque une brûlure intense et immédiate de la bouche et de la gorge. Des rapports vétérinaires font état de chats et de chiens ayant nécessité un traitement après avoir consommé des feuilles de caladium. La douleur est si intense que les animaux s'arrêtent généralement. Mais les dégâts sont déjà faits. Imaginez maintenant ceci. Un enfant cueille une feuille dans un jardin, trouve qu'elle ressemble à une aile ou à un cerf-volant, la transporte partout, puis mange avec ses mêmes mains sans se les laver. Ce n'est pas exagéré. C'est un mardi après-midi dans une cour de banlieue. La plante est magnifique. Il est largement vendu, et son étiquetage ne mentionne presque jamais sa véritable nature. Numéro 5. Dieffenbachia, canne muette. Le nom canne muette n'est pas un hasard. Voici une autre plante d'intérieur populaire. Haute et luxuriante, avec de larges feuilles vertes et crèmes, sa sève peut provoquer un gonflement si important de la langue et de la gorge qu'elle altère temporairement la parole. C'est ainsi qu'il a acquis son nom commun il y a des siècles. Le Dieffenbachia contient les mêmes cristaux d'oxalate de calcium que le caladium et la philodendrine, mais sa concentration a tendance à être plus élevée et sa sève est plus irritante au contact de la peau. Couper ou casser une tige libère la sève. Il entre en contact avec vos mains. Vous vous touchez la bouche ou les yeux avant de vous laver les mains. Maintenant, vous avez un problème.
il existe des cas historiques documentés, notamment dans le contexte des plantations des Caraïbes, où la sève de Diefenbachia a été utilisée pour réduire temporairement au silence les personnes réduites en esclavage, qui étaient forcées de la consommer. Cette histoire explique en partie le nom de la plante. La sève a été utilisée comme arme précisément parce que ses effets étaient si prévisibles. Aujourd'hui, on le trouve dans les bureaux, les maisons et les halls d'hôtels, d'apparence tout à fait inoffensive et sans aucune étiquette. Si vous manipulez cette plante, le port de gants et le lavage immédiat des mains sont obligatoires. C'est ce qui fait la différence entre un mardi normal et une visite aux urgences. Numéro 6. Couronne d'épines. Cette plante appartient à la famille des euphorbes, et les euphorbes partagent avec elle une caractéristique déterminante. Une sève de latex blanche et laiteuse, irritante pour la peau et extrêmement dangereuse près des yeux. La couronne d'épines est une plante succulente ornementale populaire, résistante à la sécheresse, souvent utilisée dans les rocailles et les pots d'intérieur avec ses petites branches fleuries colorées qui lui donnent un aspect presque tropical. Casser une tige, couper une branche, détacher une brindille morte. Le latex blanc se met immédiatement à couler. Au contact de la peau, elle commence à agir. La sève de la couronne d'épines provoque une dermatite brûlante et prurigineuse qui peut être intense. Le contact avec les yeux provoque une douleur intense et, dans certains cas documentés, des lésions importantes des tissus oculaires. Des cas de déficience visuelle temporaire, suite à une exposition accidentelle, ont été signalés. Les enfants qui le manipulent et se touchent les yeux peuvent être gravement blessés, avant même que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé. Imaginez maintenant ceci. Vous rempotez une couronne d'épines. Une épine vous accroche le doigt. Vous retirez votre doigt et la sève qui se trouvait sur l'épine se retrouve maintenant dans une petite plaie près de votre ongle. L'absorption à travers une lésion cutanée est nettement plus rapide qu'à travers une peau intacte. C'est une plante qui force le respect. C'est magnifique, c'est copieux, et sa sève est véritablement dangereuse. Considérez-le comme un produit chimique, et il ne vous fera jamais de mal. Considérez-le comme une pierre décorative, et il finira par l'être. Numéro 7. Cactus crayon. Le cactus crayon n'est en réalité pas un cactus du tout. C'est une euphorie, ce qui signifie qu'elle partage le même système de sève de latex blanc que la couronne d'épines et tout le reste de la famille. Ça ne ressemble tout simplement pas à ce que la plupart des gens imaginent être l'euphorie. C'est une forme sculpturale, architecturale, souvent haute de plusieurs pieds, avec de fines branches cylindriques vertes qui ressemblent à des crayons dressés. Les décorateurs d'intérieur haut de gamme l'adorent. Elle est magnifique en photo, et sa sève est nettement plus irritante que celle de beaucoup d'autres espèces de sa famille. Il a été démontré que le contact des yeux avec la sève du cactus crayon provoque des douleurs intenses, une inflammation et une perturbation temporaire de la vision. Les réactions dermatologiques peuvent être si intenses que les personnes concernées ont besoin de soins d'urgence. Cette sève ne provoque pas seulement une légère éruption cutanée, elle brûle. Le danger particulier avec le cactus crayon est qu'il est souvent vendu comme plante d'intérieure tendance à des personnes qui n'ont aucune idée de ce à quoi elles ont affaire. Son aspect est géométrique et moderne. Cela n'a pas l'air dangereux, et lorsque les branches se cassent accidentellement lors de la manipulation, ce qui arrive fréquemment lors du rempotage ou du déplacement, la sève gicle dans des directions imprévisibles. Si vous en possédez un, conservez-le dans un endroit stable. Portez des gants et des lunettes de protection si vous devez le manipuler. Et si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques chez vous, soyez conscient de ce que vous avez ramené à l'intérieur. Avant de passer au top 13, je voudrais prendre un instant. Si cette vidéo change déjà votre façon de voir les plantes qui vous entourent, abonnez-vous dès maintenant, car cette chaîne existe précisément pour vous apporter ce type de connaissances.
Ce genre de choses qui ne viennent pas d'une étiquette, qui ne viennent pas d'un magasin, qui proviennent d'une exploration de ce qu'est réellement la nature. Abonnez-vous et continuons. Numéro 8. Euphorbes et euphorie. La famille des Euphoria est immense, avec plus de 2000 espèces réparties dans le monde entier. Et la sève blanche toxique est une caractéristique familiale. De nombreuses euphorbes communes des jardins, qui ressemblent à d'innocents couvre-sols ou à des fleurs sauvages, appartiennent à cette famille. Vous pourriez en avoir dans votre jardin en ce moment même, sans le savoir. La sève des euphorbes de jardin provoque des dermatites de contact, dont la gravité varie de légère à sévère selon l'espèce et la sensibilité de chaque individu. Le danger pour les yeux est constant dans toute la famille. La sève est un irritant oculaire susceptible de causer des dommages importants. Et comme de nombreuses épines poussent à l'état sauvage le long des routes, dans les champs et en bordure des jardins, le risque d'exposition est plus élevé que la plupart des gens ne le pensent. Il y a quelque chose de presque prédateur chez une plante, qui ressemble à une mauvaise herbe et se comporte comme un produit chimique. La plupart des gens qui rencontrent des euphorbes en bord de route les traversent simplement en les poussant ou en les arrachant à mains nues. C'est là l'erreur. Numéro 9. Le panais des vaches. La berce commune pousse haute, imposante et d'une abondance incomparable dans les champs et en bordure de route à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est une fleur sauvage indigène, souvent considérée comme belle d'une manière architecturale sauvage, et sa sève est phototoxique, ce qui signifie que la lumière du soleil active les dommages chimiques. Le mécanisme est le même que pour la berce du Caucase, que nous aborderons prochainement. Les fernonines présentes dans la sève sensibilisent la peau aux rayons ultraviolets. Le contact avec la sève provoque à lui seul une légère irritation. L'exposition à la sève suivie d'une exposition au soleil provoque des brûlures cloquées qui peuvent laisser des cicatrices. Les réactions à la berce commune sont généralement moins graves que celles à la berce du Caucase, mais elles sont réelles et documentées. Les personnes qui randonnent à travers une végétation estivale dense écartent les hautes tiges à main nue, puis passent du temps au soleil, peuvent développer des brûlures douloureuses et des ampoules le long du chemin, là où la sève a coulé. Le problème particulier avec la berce commune, c'est qu'elle ressemble à une végétation estivale inoffensive pour presque tous ceux qui la rencontrent. Ça n'a pas l'air menaçant. Cela ne ressemble pas à un système de distribution de produits chimiques. On dirait simplement une grande plante verte, par une belle journée d'été. Numéro 10. Ortie arborescente. La Nouvelle-Zélande possède sa propre espèce d'ortie indigène, et il ne s'agit pas de la petite plante nuisible et inoffensive que la plupart des gens associent aux orties. L'onganga, également appelée ortie arborescente, pousse sous forme de grands arbustes ligneux ou de petits arbres et se recouvre de poils de silice creux chargés de neurotoxines. Frottez-le et les poils se cassent et injectent des toxines directement dans votre peau. La réaction va bien au-delà de la piqûre familière de l'ortie commune. Des cas documentés de réactions systémiques graves suite à une exposition importante ont été rapportés. Dans un cas néo-zélandais bien documenté, un chasseur qui s'est aventuré dans un épais fourré d'onahonga sans vêtements adéquats est mort d'hypothermie. Ce n'est pas un résultat courant, mais il est documenté et il établit les capacités de cette plante. Les effets neurologiques d'une forte exposition à l'onganga comprennent des douleurs extrêmes, une faiblesse et, dans les cas graves, des effets sur le système nerveux lui-même. Cette plante n'est pas une curiosité. C'est véritablement dangereux pour quiconque s'y aventure sans préparation. Imaginez maintenant ceci. Un randonneur, dans l'arrière-pays néo-zélandais, s'engage sur un sentier à travers ce qui ressemble à un sous-bois dense et arbustif. Aucun signe avant-coureur, aucun danger visible, juste une plante qui s'avère être en état de décomposition avancée et une exposition qui provoque de graves symptômes neurologiques en quelques minutes. Numéro 11.
L'ortie. L'ortie commune figure sur cette liste, non pas parce que c'est la plante la plus dangereuse au monde, mais parce que c'est peut-être celle que la plupart des gens ont déjà rencontrée et qu'ils ne prennent pas suffisamment au sérieux. Les poils qui recouvrent l'ortie sont des aiguilles creuses remplies d'un cocktail d'irritants, dont l'acide formique, l'histamine et l'acétylcholine. Au moindre contact, leurs extrémités se cassent comme de minuscules seringues en verre et injectent le mélange directement sous la peau. La réaction est immédiate. Brûlure, picotement et apparition de boursouflures qui peuvent persister pendant des heures. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la gravité varie énormément en fonction de l'exposition. Un effleurement du poignet est désagréable. Tomber dans un fourré d'ortie dense, en short, comme cela arrive parfois aux randonneurs, provoque des réactions systémiques qui vont bien au-delà de la simple gêne. Des cas de réactions allergiques importantes suite à une forte exposition à l'ortie chez des personnes sensibilisées ont été rapportés. Et même les orties séchées peuvent encore piquer. Les orties mortes conservent leur structure capillaire. Ce mécanisme ne se désactive pas complètement avec le séchage, ce qui signifie que les vieilles pousses et les tiges mortes présentent toujours un risque. Cette plante est partout. On le trouve au bord des routes, dans les haies, dans les forêts, le long des cours d'eau. La plupart des gens savent à quoi ça ressemble, mais la plupart des gens sous-estiment aussi à quel point ça peut faire mal. Numéro 12. Usine à gaz. Broussailles en feu. Celle-ci surprend presque tous ceux qui l'entendent. La plante à gaz est une plante ornementale vivace cultivée dans les jardins d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle produit de hautes hampes florales, portant de magnifiques fleurs roses ou blanches au début de l'été, et constitue un élément incontournable des jardins depuis des centaines d'années. Il n'a pas d'épines, pas de danger visible, pas de coloration d'avertissement. Et lors des chaudes soirées d'été, surtout lorsque les gousses se forment, elle libère des huiles volatiles si concentrées que le simple fait d'approcher une flamme de la plante peut provoquer une brève explosion. C'est de là que vient le nom de centrale à gaz. On utilise ce tour de passe-passe depuis des siècles. Mais les huiles elles-mêmes sont phototoxiques. Le contact avec la sève ou les huiles, suivi d'une exposition au soleil, peut déclencher une phytophotohermatite. Rougeur, cloque et brûlure douloureuse, suivant le motif des points de contact de la plante avec la peau. Les jardiniers qui enlèvent les fleurs fanées de cette plante par une journée ensoleillée sans gants ont développé de graves brûlures cloquées sur les bras et les mains. L'usine à gaz est installée au milieu des jardins, paraissant inoffensive et dégageant une odeur agréable. Personne n'a prévenu les jardiniers. Personne n'a prévenu les personnes qui l'ont achetée à la pépinière. Et puis, un après-midi ensoleillé, a taillé les feuilles. Une personne présentant des brûlures qui ressemblent à une exposition chimique, car c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Numéro 13. Le rourou est l'une des herbes les plus importantes de l'histoire de la tradition occidentale. On le retrouve chez Shakespeare. Elle était cultivée dans les jardins des monastères, à travers l'Europe médiévale, comme plante médicinale et protectrice. On pensait qu'elle pouvait éloigner le mal, protéger de la peste et renforcer la vue. Autrefois, les juges des tribunaux anglais portaient des bouquets de rue pour protéger les prisonniers des poux et de la fièvre, ce qui provoque des phytophotodermatites. Les phéronicumérines présentes dans la sève de rue sensibilisent la peau aux rayons ultraviolets. Le contact avec la plante en plein soleil ou suivi d'une exposition au soleil provoque des brûlures avec des cloques qui peuvent être impressionnantes et douloureuses. Il existe des cas documentés d'enfants ayant joué dans des jardins contenant de la rue et ayant développé de graves brûlures aux jambes et aux bras, qui ont d'abord été prises pour des blessures intentionnelles en raison de la nature très particulière des lésions. L'ironie historique est presque insoutenable. Une plante associée depuis des siècles à la guérison et à la protection, présente dans tous les jardins d'herbes aromatiques, mais qui provoque des brûlures nécessitant un traitement médical.
On trouve encore de la rue dans les rayons herbes aromatiques des jardineries. La plupart des gens qui l'achètent n'ont aucune idée de ce dont il peut être capable. Numéro 14. Le panais sauvage. Le panais sauvage est une mauvaise herbe envahissante qui se propage agressivement le long des routes et sur les terrains perturbés, dans le nord-est des États-Unis, au Canada et en Europe. Pour la plupart des gens, elle ressemble à une plante inoffensive de bord de route, avec des grappes de fleurs jaunes en forme de parapluie. On pourrait la confondre avec la carotte sauvage. On pourrait la confondre avec une douzaine d'autres fleurs sauvages inoffensives. Et sa sève est l'un des agents phototoxiques les plus nocifs et les plus fiables que vous puissiez rencontrer dans la nature. Le mécanisme est une sensibilisation au furumérane, identique à celle de la rue et de la berce. Mais le panais sauvage pousse en dense peuplement en bord de route, que les gens traversent à pied, débroussaillent et éliminent en bordure de propriété sans savoir à quoi ils ont affaire. Lorsqu'on débroussaille le panais sauvage, la sève se disperse dans l'air. Elle recouvre la peau exposée et lorsque le soleil frappe, les brûlures qui se développent peuvent être suffisamment graves pour nécessiter un traitement médical et laisser des cicatrices qui persistent pendant des années. Les gouvernements des États et des provinces d'Amérique du Nord ont commencé à émettre des avis de santé publique concernant les brûlures causées par le panais sauvage, car le problème est répandu et s'aggrave à mesure que la plante étend son aire de répartition. Il ne s'agit pas d'un danger exotique rare. Il s'agit d'une plante qui pousse peut-être déjà le long de votre limite de propriété. Numéro 15. Sumac vénéneux. La plupart des gens connaissent l'herbe à puce, beaucoup moins le sumac vénéneux. Et cette asymétrie est dangereuse car le sumac vénéneux peut déclencher des réactions plus graves que presque toutes les autres plantes de la famille des urushiales. Le sumac vénéneux pousse sous forme d'arbuste ou de petit arbre dans les zones humides et marécageuses de tout l'est des États-Unis. Elle possède des folioles lisses et appariées et peut produire des baies blanches. Ça n'a pas l'air menaçant. Elle ne ressemble pas à la plante dangereuse classique, mais sa teneur en huile d'urusia, la même substance chimique qui rend le sumac vénéneux si désagréable, a tendance à être plus concentrée et à provoquer des réactions plus graves et plus fiables. Le contact avec la plante déclenche une réaction allergique retardée. Entre 6 et 72 heures après l'exposition, la peau développe des démangeaisons intenses, des rougeurs et des ampoules suintantes. L'éruption cutanée s'étend lorsqu'on se gratte et qu'on y transfère du sébum. Cela peut durer des semaines, car le sumac vénéneux pousse dans les zones humides où les gens chassent, pêchent et observent les oiseaux. Les expositions surviennent chez des personnes éloignées des soins médicaux, qui souvent ne réalisent pas ce qu'elles ont touché avant que la réaction ne se manifeste. Contrairement à l'herbe à puce, qui bénéficie de célèbres comptines d'avertissement et d'une large notoriété publique, le sumac vénéneux est presque inconnu des personnes qui pratiquent des activités de plein air occasionnellement. Numéro 16. Chêne vénéneux. Le sumac vénéneux est présent dans l'ouest des États-Unis, contrairement à l'herbe à puce. Recouvrant les flancs des collines de Californie, d'Oregon et de Washington, elle pousse à la fois comme couvre-sol bas et comme liane grimpante. On le trouve partout dans les écosystèmes de broussailles côtières et de forêts de chênes de Californie. Des millions de randonneurs l'empruntent chaque année. L'urushial, provenant du sumac vénéneux, est extraordinairement persistant. Elle reste active sur les vêtements, les outils et les chaussures pendant des mois, voire des années. Des réactions allergiques sont apparues chez certaines personnes simplement en remettant une veste qu'elles avaient portée en randonnée plusieurs mois auparavant. Les chiens qui courent dans le sumac vénéneux transportent l'huile sur leur pelage et la transmettent à leur maître. L'huile peut être transportée par la fumée lors de la combustion du sumac vénéneux, provoquant simultanément des réactions respiratoires et des éruptions cutanées sur le visage et les voies respiratoires, ce qui constitue une urgence médicale. La sensibilité à l'aérosol
augmente avec l'exposition répétée. Les personnes qui pensent être immunisées contre le sumac vénéneux parce qu'elles l'ont déjà touché sans réaction s'exposent souvent à une réaction plus grave à l'avenir. L'organisme apprend à reconnaître l'irole et la réponse immunitaire devient plus agressive avec le temps. Il s'agit de l'une des causes les plus fréquentes de dermatite, de contact allergique aux États-Unis, responsable d'environ 350 000 cas par an. Et la grande majorité de ces cas surviennent parce que les gens ne reconnaissent pas la plante lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur. Numéro 17. Feuilles de sumac vénéneux par 3. Qu'il en soit ainsi. Cette comptine est enseignée aux enfants américains depuis des générations. Et pourtant, l'herbe à puce envoie plus de gens chez les dermatologues et dans les cliniques de soins d'urgence que presque toutes les autres plantes en Amérique du Nord. Car connaître quelque chose et le reconnaître concrètement sur le terrain sont des compétences totalement différentes. L'herbe à puce pousse dans les 48 États contigus. Elle pousse comme couvre-sol, comme arbuste et comme plante grimpante. Ses feuilles changent radicalement de forme et de couleur selon les saisons et les régions. À l'automne, les feuilles se parent de teintes rouges et oranges éclatantes, et les gens les cueillent pour composer des bouquets d'automne avant même de réaliser ce qu'ils ont mis entre leurs mains. L'urushiol, l'huile responsable de la réaction, est présent dans toutes les parties de la plante en toute saison, y compris dans les tiges nues en hiver. 1/4 de milligramme de urole, une quantité inférieure à un grain de sel, suffit à provoquer une réaction chez la plupart des personnes sensibilisées. La réaction est un cauchemar au ralenti. Quelques heures ou quelques jours après l'exposition, la peau se couvre de cloques extrêmement irritantes disposées en stries. La réaction ne se propage pas d'une personne à l'autre, mais à partir de l'huile elle-même, qui se répand lorsqu'on se gratte. Les cas graves impliquent des ampoules sur de larges zones du corps, un gonflement, une infection secondaire due au grattage et des semaines de souffrance. Cette plante touche chaque année des millions d'Américains et continue de le faire, car l'écart entre connaître la comptine et voir réellement la plante et percevoir le danger en temps réel est énorme. Numéro 18. La berce du Caucase. La berce du Caucase n'est pas originaire d'Amérique du Nord. Introduite comme plante exotique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, appréciée pour sa taille impressionnante, elle a passé le siècle dernier à se répandre dans le nord-est des États-Unis, au Canada et en Europe, s'échappant sur les bords de routes et les berges des rivières, où elle atteint des hauteurs de 4,5 mètres ou plus. La sève contient des furonocumérines en forte concentration. Le simple contact avec la sève provoque une réaction immédiate minimale. C'est le piège. On la frôle, on a de la sève sur la peau, et on ne remarque rien jusqu'à ce que le soleil la frappe. C'est alors que la chimie opère. Les férinoumerines se lient aux cellules de la peau et, lorsqu'elles sont activées par la lumière ultraviolette, provoquent la mort de ces cellules. Il en résulte des brûlures chimiques, de grosses ampoules remplies de liquide qui suivent exactement le motif des points de contact avec la sève. Les brûlures peuvent être suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation. Elles guérissent lentement et laissent des cicatrices hyperpigmentées qui peuvent persister pendant des années. Le contact de la sève avec les yeux peut provoquer une cécité temporaire ou permanente. Plusieurs États et provinces ont mis en place des lignes d'assistance téléphonique et des programmes d'éradication ciblant spécifiquement la berce du Caucase, car le risque pour la santé publique est très grave. Les travailleurs qui procèdent à son retrait sont tenus de porter des combinaisons de protection complètes, des gants étanches et des lunettes de protection étanches. La plante n'attaque pas bruyamment. Elle attaque avec une précision différée qui la rend terrifiante. Imaginez maintenant ceci. Un enfant, en randonnée près d'une rivière, se fraye un chemin à travers une végétation dense par un après-midi d'été. Les plantes ont l'air luxuriantes et vertes. L'enfant casse une tige. Sève sur les bras. 1 heure au soleil.
Et le soir venu, des ampoules commencent déjà à se former. Numéro 19. Boiteux. Boiteux. La plante suicide. Dans les forêts tropicales du nord-est de l'Australie, vit une plante qui a traumatisé des scientifiques, blessé des soldats et poussé des animaux à se jeter du haut des falaises. Ça n'a pas l'air maléfique. Il a l'air grand, doux et presque réconfortant. Feuilles en forme de cœur, texture veloutée, petites fleurs. Tout, visuellement, suggère l'innocuité. Des millions de poils de silice microscopiques recouvrent chaque surface du Gympie. Chacune creuse, chacune remplie d'une neurotoxine complexe. Au moindre contact avec la plante, les poils s'incrustent dans la peau, se cassent et injectent la toxine. La réaction initiale est immédiate et violente. Ceux qui l'ont vécu décrivent la douleur comme une brûlure d'acide combinée à des décharges électriques, comme si leurs bras avaient été pressés simultanément contre quelque chose d'incroyablement chaud et d'incroyablement tranchant. Mais la caractéristique vraiment terrifiante de la paralysie, c'est que la douleur ne s'arrête jamais. Les poils restent incrustés dans la peau et continuent de libérer des toxines pendant des semaines. La douleur se réactive avec l'eau froide, le toucher, les changements de température, parfois pendant des mois après l'exposition initiale. Des témoignages de militaires australiens exposés lors d'exercices d'entraînement révèlent des détails profondément troublants. Même mort et desséché, le Gympie est dangereux. Les poils conservent leur structure et leur teneur en toxines, longtemps après la mort de la plante elle-même. Les personnes qui travaillent à proximité portent professionnellement des combinaisons intégrales, des visières de protection et des gants résistants aux produits chimiques. Car avec cette plante, la prudence n'est pas une préparation, c'est une question de survie. Numéro 20. Arbre magnonal. La pomme de la mort. En 1999, une revue scientifique a publié la lettre d'une médecin décrivant ce qui s'est passé lorsqu'elle a mangé, sans le savoir, un petit fruit d'un arbre d'une grande propriété alors qu'elle se promenait sur une plage des Caraïbes. Ce qu'elle a décrit, c'est une descente de 15 minutes dans une agonie brûlante, sa gorge se gonflant progressivement et se scellant, une sensation d'oppression dans la poitrine. Elle a survécu, mais la description de ces 15 minutes est l'un des témoignages les plus viscéraux de toxicité végétale dans la littérature médicale. Le magnonal pousse sur les côtes des Caraïbes et dans les régions côtières de Floride, du Mexique et d'Amérique centrale. C'est un bel arbre. De petites pommes vertes pendent à ses branches, comme les fruits d'un verger paisible. Le tronc a une écorce lisse. Les feuilles ondulent doucement sous la brise marine et chaque partie de cet endroit est dangereuse. La sève du manchenil est si corrosive que le contact avec la peau provoque des brûlures et des ampoules immédiates. La réaction n'est pas progressive. Ce n'est pas subtil. Lorsque la sève entre en contact avec la peau, et notamment avec les yeux, la douleur est immédiate et le risque pour la vision est grave. Mais la caractéristique la plus insolite et la plus terrifiante de cette demeure est la suivante. Lors des pluies, l'eau qui ruisselle sur les feuilles et l'écorce se charge de composés de sève et s'égoutte de l'arbre déjà contaminé. Se réfugier sous une grande maison pendant un orage tropical n'est pas une erreur à commettre 2 fois. La pluie brûle. Les gouttes qui se déposent sur votre peau transportent la toxine et commencent immédiatement leur action. Les ampoules apparaissent en quelques minutes à quelques heures, selon la concentration. Même le bois est dangereux. La combustion du manchanil produit une fumée qui peut provoquer une grave irritation des yeux et des lésions respiratoires. Il existe des communautés côtières des Caraïbes où le manchanil est signalé depuis des générations par des panneaux d'avertissement peints directement sur le tronc, car la connaissance locale de son danger est profondément ancrée. Les fruits semblent intacts. Cette teinte est attrayante. L'arbre a l'air paisible, mais sur les plages paradisiaques, le manchanil fait payer aux gens leurs préjugés depuis des siècles. Ce contraste entre l'apparence inoffensive d'une chose
et le préjudice catastrophique qu'elle peut causer, c'est la leçon que toute cette liste tente de nous enseigner. Les arbres sont censés symboliser la sécurité. Les plantes sont censées symboliser la vie. Et la plupart du temps, c'est le cas. Mais après 20 réponses, une question reste en suspens. Combien de ces endroits avez-vous déjà dépassés? Plantés dans votre jardin, conservés sur une étagère, ou frôlés sur un sentier de randonnée sans même que vous le sachiez. Dites-nous en commentaire lequel de ces éléments vous a le plus choqué. Et dites-moi honnêtement, avez-vous actuellement chez vous ou dans votre jardin l'une de ces plantes? Tapez oui ou non, car c'est la première étape pour vous protéger, vous et votre famille. Si cette vidéo a changé votre vision du monde qui vous entoure, abonnez-vous à Homestead Roots, car cette chaîne est dédiée à la souveraineté. Il s'agit de savoir ce que le monde moderne ne prend pas la peine de vous dire. Et la chose la plus radicale que vous puissiez faire en ce moment, c'est de savoir ce qui vous attend.